Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, de mon côté, impec, et du coup, j'ai bien hâte de commencer 2026, puisque aujourd'hui, on va parler de Stranger Things, mais pas la série, on va parler de la boîte Donjons et Dragons, qui n'est pas sortie en France, malheureusement, qui est sortie en Angleterre, aux USA, enfin peu importe, qui est sortie en anglais, mais qui n'est pas disponible en français pour l'instant. Mais ce n'est pas très grave, donc on va se l'ouvrir, on va voir un peu le contenu, détailler un peu ce qu'il y a à l'intérieur pour voir si c'est jouable et comment ça se passe. Il y a un actual play de la boîte en ce moment sur la chaîne, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil, on s'est bien marré. Et puis en fin de critique, je vais faire venir Zachem pour qu'il puisse nous parler un petit peu de D&D et où cette boîte se situe dans l'univers de D&D, en tout cas dans la proposition que D&D a à l'heure actuelle. N'oubliez pas, pour nous soutenir, vous mettez le pouce bleu, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et puis vous pouvez nous rejoindre sur Discord, vous pouvez évidemment venir voir nos lives Twitch incroyables, et puis si vous voulez nous soutenir, on a aussi un Tipeee. Vous pouvez retrouver tous ces liens en description de la vidéo. Allez, on ouvre la boîte et on se plonge dans l'Upside Down. Alors la boîte D&D, comment ça se présente? Eh ben, un gros paquet, assez énorme, au design plutôt bien trouvé, je trouve, avec donc le logo de dragon. Vous avez Eddie, évidemment, du Hellfire Club, avec les personnages qui sont joués par nos héros de Stranger Things, évidemment. Avec la petite annotation Netflix Stranger Things. Sur le côté, on a le Welcome to Hellfire Club. Hop, j'essaie de vous le montrer comme ça. Poum. Au dos, on a le descriptif de tout ce qu'il y a à l'intérieur, avec un design extrêmement old school. Vous allez voir, c'est un peu l'idée de cette boîte. Sur le contenu, un rappel du contenu de la boîte sur le côté, avec un hashtag là, pour pouvoir aller voir les règles. Sur le côté ici, la même chose à peu près. Et enfin, de l'autre côté, encore un Welcome to the Hellfire Club. Allez, ouvrons ce gros bébé qui pèse 1 tonne, je vous le dis tout de suite. On remarquera que c'est 12 ans et plus. En même temps, c'est l'âge pour regarder la série télé. Hop là, on enlève ce couvercle. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc tout d'abord, on a une petite photo. Alors c'est pas une photo, hein, c'est un papier imprimé du Hellfire Club. Je vous le montre un peu plus près. Hop là, donc c'est évidemment les acteurs avec leur t-shirt de Hellfire Club. Et derrière, on a une petite note dédiée à direction de Justin Anderson, qui est, pour ceux qui ont regardé la série, je ne spoil pas, qui est un peu... qui nous fend le cœur un petit peu. Ensuite, on a un Read Me First avec à l'intérieur comment on joue, qu'est-ce que c'est, machin, comment ça se passe. Et ensuite, au dos, tout le contenu de la boîte. Et on entre dans le vif du sujet avec les 4 premiers bouquins. Donc on a un play guide avec les règles, toujours avec des illustrations assez folles et extrêmement old school, avec un design qui rappelle évidemment la boîte rouge de D&D dans les années 80. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, nous avons 4 scénarios. The Vanishing Gnome, Scream of the Crop. Alors c'est pas moi qui les ai abîmés, hein, c'est fait exprès, je vous rassure. Devil Metal Die, qui est le dernier, qui sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà lus. Et Ballad of the Rat King. Voilà pour les 4 ouvrages qu'on feuillettera un peu plus tard. Ensuite, nous avons les fiches de personnages. Alors, nous avons hop là, beaucoup de fiches de personnages, puisque la boîte va amener nos joueurs du niveau 1 au niveau 3. Et donc, pour chaque personnage, nous avons 3 fiches de personnages qui sont recto verso, avec un design extrêmement old school également. Hop, je vous montre un petit peu ça de tout près, ce que ça vaut. Donc voilà, ça c'est pour Lady Applejack de niveau 1. Ensuite, nous avons Lady Applejack de niveau 2. Lady Applejack de niveau 3, etc. Pour tous les autres personnages, nous avons 5 pré-tirés, même si la boîte est prévue pour être jouée à 4. Nous avons 5 pré-tirés. Nous avons donc Nog the Dwarf, nous avons Sundar the Bold. Hop, on va pas tous les faire en même temps. Hop là, nous avons Tahir le Paladin. Et enfin, nous avons évidemment Will the Wise, niveau 1 à niveau 3. Hop là. Ok, voilà pour les fiches de personnages. On va se les mettre de côté. Le contenu est loin d'être terminé. Ensuite, nous avons les aides de jeu, hein, qui vont correspondre à différents scénarios. Donc nous avons ici des petites aides de jeu assez classiques, plutôt sympa. Un contrat à passer avec quelqu'un de particulier, avec une écriture un peu particulière. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, donc des aides de jeu, toutes simples, papier glacé, assez fines, mais ça fait toujours plaisir à table. Hop, on met de côté. Ensuite, nous avons pas mal de maps que je vais galérer à vous montrer, évidemment, puisqu'elles sont immenses. Je pense que je vais vous montrer ça facecam, ce sera plus simple. Hop, facecam, voilà ce que ça donne. Le Hellfire Dome. Voilà, c'est très très grand. C'est fait, oula, c'est fait pour être posé à table. Idem.
Voilà, c'est des très grandes maps. Je vais pas toutes vous les sortir, mais vous en avez une par scénar. Elles sont recto verso. Donc vous en avez une première, vous en avez une deuxième ici. Hop là. Vous avez également un magnifique poster, pour le coup, qui d'un côté représente la carte de Grey Hawkins. Et oui, jeu de mots avec Grey Hawk, je vais m'en faire scan aussi. Hop là. Et au dos, vous avez du coup un poster qui va finir sur mon mur assez rapidement de Eddie qui est en train de maîtriser une partie de D&D. Hop là. Quand même plutôt cool, je trouve. Après, voilà, moi je suis fan un petit peu. Donc ça se sent un petit peu, je ne suis pas ultra critique, mais c'est comme ça. Ensuite, nous avons pas mal de planches de tokens, donc des créatures, hop, on en a pas mal. Donc ça, c'est la première avec les PJ qui sont ici. Et puis la deuxième planche de tokens qui est juste là. Donc on voit bien le design qui est extrêmement old school. On se retrouve vraiment. On parle souvent d'OSR, bah là, vous allez voir, on va y être, même si les règles, elles, ne le sont pas, et c'est un petit peu dommage. Hop là. Et enfin, pour finir, pas pour finir, parce qu'après il y a des petits trucs, mais pour finir, on a un écran du MJ cartonné. Avec un carton épais, en 4 volets. Pareil, je vais vous le passer en frontal, ça sera plus simple. Hop là, voilà l'immense écran du MJ qui est juste, mais sublime. Il est vraiment ultra beau. Et puis à l'intérieur, si vous voulez voir un peu ce qu'il y a, nous avons les conditions. Nous avons, hop là, les actions. Nous avons les difficultés, et nous avons la carte de Grey Hawkins, qui ne sera pas ultra utile. Et après, si vous voulez développer un peu l'univers de campagne, c'est toujours agréable. Et c'est pas fini, hein, parce qu'au bout d'un moment, les gars, ils se sont dit, tant qu'il y en a, on va en mettre. Vous avez évidemment un set de dés complet, enfin même plusieurs sets de dés, puisque vous avez 2D20, 4D6, voilà, il y a un paquet de dés, quoi. Je les ai pas ouverts parce qu'ils sont moches, on va être très clair. Ensuite, vous avez tout ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est toutes les cartes de sorts. Hop, recto, verso, avec un design encore une fois ultra old school, ça fait vraiment trop plaisir. Donc toutes les cartes de sorts de niveau 1 à 3 qui vont être utilisées pendant les 4 scénarios de cette boîte. Donc très cool. Vous avez également, hop là, on va y arriver, les objets magiques que vous allez pouvoir trouver. Donc l'armure à l'adamantine, la Wand of Secrets, donc encore une fois, vous avez le design sur la face avant, et au dos, vous avez le descriptif de l'objet, hop là, je vais y arriver, de l'objet magique. Donc il y en a quand même une bonne tripotée également, avec des objets un peu pétés, hein. On est sur du scaling de chez Scaling, hein. Ça va vite taper très fort. Vous avez ensuite un petit carnet de combat tracker, qui va vous servir à suivre vos combats, simplement, les initiatives, le combattant, le nombre de points de vie, les conditions qui ont été mises en jeu. Et enfin, vous avez encore des cartes, parce qu'il faut toujours plus de cartes. Nous sommes en 2025, et s'il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de cartes. Alors, elles sont un peu chiantes à sortir, généralement je renverse la boîte, mais là, comme la caméra, je ne peux pas. Donc, je ne sortirai pas tout, ce n'est pas grave. Vous avez, pour chacun de vos joueurs, des cartes qui rappellent les actions et les règles. Hop là. Sur votre tour de combat, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et enfin, les actions que vous pouvez faire. Vous en avez évidemment 5. On peut quand même jouer la boîte à 5, même si les scénarios sont prévus pour 4. Et ensuite, vous avez les cartes de créatures. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, ça spoil un petit peu. Mais en gros, comment ça se passe une carte de créature? Vous avez sur la première face une magnifique illustration, vraiment trop cool. Le token qui est associé pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et puis au dos, tout simplement, vous avez, hop là, ses stats. Classe d'armure 5, HP 18, initiative -5, voilà. Hop là. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait une multi-attaque, etc. Voilà. Et bien, c'est tout pour le contenu de cette boîte qui est quand même sacrément bien rempli. On va pas s'embêter à tout ranger pour l'instant. Je vais mettre tout ça de côté et on va continuer en jetant un coup d'œil au bouquin. Alors, on a vu qu'il y avait 4 petits ouvrages. Qu'est-ce qu'ils contiennent, ces 4 ouvrages? Alors, ils sont très fins, on va être très clair. Le livre de règles, c'est une vingtaine de pages, 29 pages, 30 pages, pardon. Et ensuite, chaque scénario, c'est 10 pages. D'accord? Donc, c'est très simple, avec un design vraiment, c'est la qualité première du jeu, je trouve, c'est le matériel. Le design est absolument fou. Je trouve les illustrations trop belles. Donc, on va se regarder ça un petit peu en détail. Alors, le play guide, évidemment, c'est les règles du jeu. Donc, on retrouve Eddie qui est en train de masteriser une partie de Donjons & Dragons avec Erika, Mike, Dustin et j'ai perdu son nom, je ne sais plus, parce que c'est longtemps que j'ai pas regardé.
Ensuite, à l'intérieur, on a quoi? On nous explique comment fonctionnent les cartes pour chaque objet et chaque créature, comment fonctionne la fiche de personnage, et puis ensuite, on va nous expliquer les règles, en nous expliquant ce que sont les D6. On a quelques illustrations qui sont pour le coup pas toutes super, hein. Celle-là, par exemple, je trouve assez contemporaine, donc elles font un peu tâche avec le reste qu'il y a, alors que voilà, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sympas, je trouve. Cette espèce de petite transformation entre les personnages qui jouent et ce qui se passe dans le monde du jeu, avec cette ombre du Démogorgon ici, je trouve vraiment très stylé. Donc voilà, ça c'est un livre de règles très standard, il n'y a pas grand chose à en dire. Hop là. Terminons ce livre de règles et passons maintenant au cœur de cette boîte, c'est-à-dire les 4 scénarios, l'aventure, en gros, la mini-campagne. Non, c'est pas une mini-campagne parce que les scénarios sont pas liés. On va être très clair, il n'y a pas de lien entre les scénarios, c'est juste des petites aventures à faire jouer. On va les mettre dans l'ordre. On commence avec The Vanishing Gnome. À partir de maintenant, je vais spoiler les scénarios, donc si ça ne nous intéresse pas d'être spoilé, que vous voulez jouer la boîte, vous coupez maintenant et vous avez le timecode de la fin pour la conclusion avec Zachem pour qu'on puisse discuter un peu de ce qu'il y a dedans sans spoiler. Hop. Ok, on entre gens bien, on va pouvoir regarder un peu le contenu. Donc, on a ici évidemment The Vanishing Gnome où on voit nos personnages avec l'Upside Down en dessous et un petit gnome, qui est dans l'Upside Down. Évidemment, il va s'agir d'aller chercher un gnome qui se cache dans un donjon, le donjon of Shadows. La particularité de ce donjon, il a 2 faces, une version normale et une version, hop là, dans la vallée des ombres, qui est une version du coup dans l'Upside Down, qui correspond un petit peu à ce qui se fait au croisement entre D&D et Stranger Things. Toujours, on joue sur cette limite-là. On va y croiser des démogorgones, etc. Donc voilà, on a plein de petites illustrations qui mettent vraiment, vraiment dans une ambiance old school. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ça me rappelle vraiment, paume, le genre de truc qu'on croisait quand on était gamin et qui nous en mettait plein les yeux. On se disait, ah, trop bien, une forge avec des gobelins qui sont en train de... Voilà, c'est vraiment très très cool. Le scénario en lui-même, c'est du porte-monstre trésor, et ça va être le cas un peu pour tous les scénarios. Cream of the Crop, où on va devoir rechercher la fille de ce fermier qui a disparu dans des tunnels. Alors, les scénarios sont plutôt chouettes si on recherche quelque chose. Il ne faut vraiment pas en attendre quelque chose de très narratif ou avec beaucoup de phases de roleplay, c'est pas le cas. Il y a très peu, voire pas de PNJ. C'est vraiment du donjon. On est sur du donjon, on est sur des scénarios années 80. Vraiment, les scénarios ultra old school, il n'y a pas grand chose de plus. Donc là, il y a toutes des plantes qui ont envahi sous la ferme avec un Honkeg qui est évidemment caché. Et on y retrouvera encore une fois, et c'est un peu le défaut de la boîte, je trouve, des spawns de Démogorgon. On a un peu l'impression qu'ils se sont dit, ok, c'est Stranger Things, on va foutre des Démogorgon partout. La Ballad of the Rat King, où on voit donc nos joueurs en train d'ouvrir un coffre et un rat sur le côté. Là, c'est un petit peu différent, une ambiance un peu plus glauque. On est sur un port, vous le voyez. Et dans ce port, en fait, il y a des gens qui meurent régulièrement, il y a des rats qui se baladent, on se demande ce qui se passe. Il va y avoir une petite quête annexe que les joueurs peuvent rater si jamais ils ratent une porte secrète, donc toujours très très cool. Et à la fin, on va trouver que c'est un espèce d'ancien barde un peu désabusé qui a fini par prendre possession des rats et qui les fait tuer les gens. Et enfin, le dernier qui s'appelle Devil Metal Die, qui est le dernier scénario de la boîte et qui est incroyable. Parce que pour le coup, là, ils ont tout lâché. On a en fait Eddie sous forme de succube qui va inviter les personnages dans un immense concours dans les enfers. Donc ils vont y aller. Et donc là, en fait, on est sur le Hellfire Dome. Et s'ils réussissent, ils vont être intégrés dans le Hellfire Club. Donc voilà pourquoi la boîte s'appelle Welcome to Hellfire Club. C'est un peu le rite de passage, le rite d'initiation. Et là, du coup, ça va être n'importe quoi. On va avoir un quiz avec des créatures. On va avoir... il y a plein de petits jeux, en fait. On va avoir un tribunal où les PNJ vont être accusés, et enfin les PJ vont être accusés, et donc c'est Méduse qui est juge de ce tribunal, et à la fin, quand on aura résolu toutes les épreuves, on va affronter le démo dragon, parce qu'il fallait un dragon, mais il fallait qu'il ait une tête de démogorgone, que c'est un démo dragon, et puis c'est tout. Donc voilà, très décomplexé, celui-ci, je l'aime beaucoup, j'ai hâte de le faire jouer à la table. On a déjà fait jouer, nous, le premier, au moment où je fais cette vidéo, qui est The Vanishing Gnome, on s'est bien marré, sincèrement. Peut-être un petit peu, voilà, faut jouer ça comme du jeu popcorn, clairement, on va pas développer les personnages derrière, on va rien en faire. Mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour le contenu de la boîte, et on se retrouve tout de suite avec Zachem pour critiquer un peu tout ça et passer à la conclusion. Chose promise, chose due, je suis avec Zachem pour la conclusion et la critique de cette boîte Stranger Things D&D. Comment ça va, Zachem ? Ça va et toi ?
avec le Bah, coucou. plutôt bien. Alors, vous me voyez plus fatigué que dans l'intro de la vidéo, c'est normal, il s'est passé Ouais. 1 an entre, le début du tournage et la fin du tournage. Et On a quelle ch année? Voilà, on a changé Quelle année, d'année Mike? et à mon âge, 1 année de plus, ça fait beaucoup. Donc on a un peu de mal à s'en remettre. Non, pour information, dès le 1er janvier, il est, 13h50 et on est un peu tous les 2 fatigués, mais Clairement. c'était important qu'on ait ton avis éclairé, toi, en tant que gros fan de D&D actuel. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette boîte que tu as lue et survolée? Alors moi j'ai trouvé que c'était, une bonne boîte dans le sens où le matériel est vraiment très intéressant. Il y a énormément de matériel dedans, il est de bonne qualité et ça contraste énormément avec la boîte 2020 où il y avait énormément de vide, avec un bout de carton à la fin qui servait à rien. Là, c'est pas le cas, on a vraiment une boîte qui est très, très, très remplie. Il y a pas un seul bout de carton à jeter, il y a rien, qui déborde, il y a pas d'air, c'est vraiment que du matériel. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de matos, donc on a quand même pas mal de cartes au design très cool. On a 2 sets de dés quasiment, enfin on a beaucoup de dés, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a 2 D20, je crois qu'il y a 3 ou 4 D6. Enfin, il y en a quand Ouais, il y a même pas plusieurs mal, hein. Ouais. D6, il y a tous les dés, il y a même un D100, ce qui était pas le cas dans l'ancienne boîte d'initiation. On avait un D10, un D20, enfin on avait un dé de chaque en fait. On a Là, on a un de vrai set de dés, complet, quoi. pas mal de tokens et puis il y a, chose qu'il n'y a pas dans la boîte de ça c'est toi qui me l'as appris, dans le kit de démarrage 2024, il y a un écran, du Ouais, coup, un écran 4 volets exactement, et ça, c'est un vrai plus, clairement. clairement. Que je trouve, moi je trouve pas ça normal qu'il y en ait pas dans le kit de démarrage de 2024, mais bref. Toi, en tant que fan de D&D, tu pas lu les scénarios dans les détails parce qu'on va les Non, jouer, mais tu les as je survolés les quand ai même. survolés, ouais. Tu vois un peu l'esprit qu'il y a, un esprit extrêmement old school, très années 80 que tu as pas connu toi, en tant que joueur de Non. D&D. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse toi en tant que joueur de D&D actuel? Ouais, clairement, moi, en vrai, ce que j'ai retrouvé dedans, c'est vraiment une vibes, HeroQuest. C'est vraiment, quand on avait discuté, ce que j'ai ressenti Mmh. quand j'ai ouvert cette boîte-là et même quand on a fait le scénario ensemble, on peut le voir, on peut aller voir sur la chaîne, il y a déjà les épisodes des Actual Play qui sont sortis. Il y a vraiment cette vibes-là, rétro old school de Porte-Monstre Trésor et je trouve que c'est super chouette parce que, je sais ce qui est souhaité avec cette boîte-là. En fait, cette Ouais. boîte-là veut vous ramener, au jeu de rôle, des années 80 que certains appelleraient, l'OSR d'ailleurs, aujourd'hui, et il y a vraiment cette volonté et ça marche bien. Alors il y a cette volonté, mais on garde quand même les règles de l'édition 2024, donc 5e édition Ouais, 2024 Donjons& Dragons. Donc avec un guerrier qui est, extrêmement fort, avec beaucoup d'armes et cetera. Pas mal de petites mécaniques qui se rajoutent, un petit rééquilibrage de certaines mécaniques, notamment les attaques surprises, et cetera. Du coup, on n'est pas vraiment sur un OSR, on est sur, quelque chose de très contemporain en termes de règles et très old school en termes de forme de scénario et de, profondeur de scénario et de ce que ça t'invite à jouer. Moi, quand j'y ai joué, je me suis retrouvé comme quand j'avais 13 ans, hein, ça se voit dans l'actual ah play bah, qu'on a clairement, on fait. l'a vu, hein. J'étais sadique avec les joueurs parce qu'à l'époque, il y avait pas de construction narrative, partagée, tout ça. Non, à l'époque, il y avait le MJ qui Non, mettait les monstres, les PJ qui essayaient de survivre, et puis on se tapait dessus dans la joie et la bonne humeur. c'était pas un jeu Hem, coopératif, c'était un jeu compétitif. voilà, c'était le Le MJ contre MJ les versus le joueurs. reste du monde. Non, mais en vrai, Ou c'est pas tout à fait l'inverse. ça, mais il y avait un peu cet esprit-là. Moi, quand je jouais quand j'étais gamin, il y avait un peu cet esprit-là, et on le retrouve dans cette boîte, et je trouve ça plutôt chouette. Toi, dans la gamme D&D qu'il y a à l'heure actuelle, donc qui est en train de se renouveler avec l'édition 2024, même si en France, on attend les choses et les produits, Attends, il y a rien qui sort, et notamment cette boîte qui ne sort pas. Tu la placerais où dans cette gamme, toi? Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut avoir? Est-ce que ça fait partie des tu la mets où dans la gamme D&D, cette boîte? et beh, ça dépend. En fait, pour moi, déjà, c'est ce qui est vraiment bien à comprendre, c'est que ce n'est pas une boîte d'initiation. Il y a pas noté starter kit dessus, donc c'est pas une boîte pour, des nouveaux venus dans le jeu de rôle. C'est une boîte pour moi qui va s'adresser à une catégorie de population comme toi, Mike, des Mmh. gens qui n'auraient pas forcément acheté du Donjons& et Dragons, mais qui veulent retrouver en fait la vibes des années 80, la vibes de leur jeunesse, vraiment ce côté nostalgie. Et donc ils ont proposé une boîte qui permet d'associer la nostalgie avec les règles 2024, donc pour te faire venir jouer à D&D 2024. Alors ce qui est assez Je étrange, vois c'est qu'il y clairement a comme ça. il y a il y a déjà une boîte Stranger Things qui est sortie en 2014, je crois? Ouais, en version 2014. Ouais. Elle est pas sortie en 2014 exactement. Ouais, je sais. En tout cas, il y avait déjà une boîte Stranger Things qui était sortie, qui est pas sortie en France non plus d'ailleurs, je crois. Non, Et qui avait pour le coup une approche plus classique de la boîte d'initiation, où, c'était pour intégrer les gens qui aimaient Stranger Things dans l'univers de Donjons& Dragons, et ça fonctionnait pas très bien. Là, ils sont partis du principe que la cible, c'était les fans de Stranger Things qui ont cette Madeleine de Proust du D&D de ce que c'était avant. Et, exactement. Ouais. pour le coup, quand on l'ouvre, c'est ça, esthétiquement, on a les couvertures, le logo, d'ancienne génération, on a le design graphique, avec tous ces dessins en noir et blanc, ces tokens en noir et blanc, et Ça marche cetera. très, très bien.
ces plans de donjons à l'ancienne, avec des labyrinthes insupportables, enfin voilà, tout ils ont repris certains défauts de l'ancien temps. Ils ont pas repris le plus gros défaut de l'époque qui était les règles, même si à l'époque on voyait pas ça comme un défaut, mais c'en était un quand on voit comment le jeu de rôle a évolué quand même, on va dire, rejouer avec des tacos et tout, ça serait compliqué, même si moi j'aurais bien aimé qu'ils poussent le bouchon très, très loin dans cette boîte, mais j'aurais été le seul. Du coup, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Si jamais t'es fan de Stranger Things et t'achètes cette boîte pour te dire: «Je vais me mettre à Donjons& Dragons», ça ment un C'est peu du pas coup. tu C'est pas Donjons& Dragons en fait. Bah, c'est Donjons& et Dragons 2024, mais c'est Donjons& et Dragons vu pour les Américains et ça, je pense, c'est important de l'avoir en tête. C'est qu'en fait, aux États-Unis, c'est beaucoup du porte-monstre-trésor. On est beaucoup dans cet aspect-là encore du jeu de rôle et moins dans la narration, même si ça arrive de plus en plus, alors qu'en France, on est plus dans le jeu de rôle narratif. Donc du coup, je pense que, ça marchera très bien avec un public américain et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pas été traduite en France, parce que ça marcherait moins bien avec un public français ou un public européen. Ouais, je sais pas, après quand on voit les chiffres de l'OSR en France, tu te dis qu'il y a quand même une envie de Madeleine de Proust. Alors après, c'est clair que tu mets ça en face de vrais jeux OSR, genre, Shadow Dark, Un et DCC ou compagnie, autre, ouais, forcément, c'est pas ça, quoi. tu te rends compte qu'il manque tout, en fait, dans cette boîte. Même si le contenu physique de la boîte, il est top, en termes de fond, tu 4 aventures qui font 10 pages, les aventures, c'est du porte-monstre trésor, hein. Il y a un PNJ qui va te dire: «Eh tiens, va à cet endroit, tuer tel machin». Tu y vas et du coup, tu ramasses des objets magiques pétés, tu combats des créatures que tu pas censé combattre au niveau que tu as, hein, parce que niveau 1, 2 ou 3, tu arrêtes au niveau 3 dans la boîte. Les créatures que tu vas croiser, normalement, tu pas tu pas censé leur casser la gueule, hein. Mais du coup, ouais, ils te mettent tous ces trucs-là pour te faire ressentir un peu la vibe du quand tu étais gamin. Mais pour le coup, en termes de profondeur de jeu, c'est des scénars qui suivent pas. C'est des aventures, nous on l'a fait la première, alors, on l'a fait en 3 heures et des poussières. Donc Ouais, on je pense peut que c'est entre 2-4 heures, voire 5 heures grand max par livret. Ouais, je pense que le Donc entre scénar, 12 et 20 heures de ouais, jeu, je quoi. pense que le scénar, tu mets 5 heures maximum à le faire, même avec des Ouais, c'est joueurs qui ça. sont très, Mmh. très pointilleux. Alors après, c'est vrai que si on joue à l'ancienne, où tu fouilles chaque pierre de chaque mur et tu cherches les pièges dans chaque case de chaque donjon, tu peux y passer beaucoup de temps. Mais on joue plus comme ça maintenant. Donc, et les Non. règles de l'édition de 2024 de Donjons& Dragons fait qu'on ne Facilite joue plus aussi comme ça. beaucoup, ouais, Avec la fluidifie perception énormément passive et le compagnie, jeu. en fait, ça fluidifie le jeu. Ce qui fait qu'au final, tu passes plus autant de temps que ça à explorer les donjons. Et, et l'approche de chaque pièce est très différente de ce que c'était à l'époque. C'est vrai qu'on voit que le jeu quand même a sacrément évolué. Même si ça me fait beaucoup rire, parce que dans l'actual play qu'on a fait, la première action que c'est, vous êtes devant la porte du donjon. Ah bah je fouille la porte, je regarde s'il n'y a pas des pièges, machin, etc. Et là tu te dis ok, les mecs ils ont compris qu'il fallait se remettre dans le bain des années 80, Ah et bah puis oui. après, une fois dans le donjon, c'était fini. De temps en Ouais, temps, parce il y a un qu'après, piège, mais en fait tu te laisses aller par le truc et t'avances quoi. après on avait envie de faire du narratif, on avait envie de faire du roleplay, en fait, tu vois? Ça s'est vu de suite et bam, on s'est pris la gifle de: «Non, non, vas-y avance, tu fouilles, tu ouvres la porte, tu fais quoi?» Et du coup, on est passé très vite dans: «Bah, j'avance, je fais attention, mais je vais ouvrir telle porte». Bah oui, parce que alors Et les, même, dans les actions, tu le vois au début, on était en mode: «Ah bah, je fais telle action, il se passe telle chose et tout» et à la fin, c'est: «Bon bah, je tape, j'ai regardé, raté. Voilà, à toi». ouais, on retombe dans ce qu'était le donjon de l'époque, mais déjà parce que les personnages sont bien écrits, je trouve, en termes de statistiques, caractéristiques, etc. Ils sont intéressants à jouer Ouais, en termes ils de sont intéressants. mécanique. Mais les personnages n'existent pas. Ce sont des coquilles vides. Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des PJ qui soient profonds. Ils n'ont pas d'histoire. Ils ont absolument rien. Les PNJ que vous C'est les, croisez n'ont pas d'histoire. Ils n'appartiennent à rien. C'est pas voilà. Il y a pas de fond. Et ça peut être un petit peu là où le bas blesse, je trouve, c'est qu'on a une magnifique carte de Grey Hawkins avec un jeu de mots absolument incroyable, je trouve. On a une grande carte de Grey Hawkins avec donc la ville centrale et d'autres régions. Et puis en fait, on l'utilisera jamais cette carte. Elle est jolie, mais on l'utilisera jamais. eh beh, ça dépend. Si t'as envie de broder derrière, en fait, si cette boîte t'a plu et que tu veux broder, tu peux broder. Parce qu'on te donne quand même des petits éléments sur la carte, mais on te donne absolument rien qui va avec. Ouais, on te donne le Juste nom une d'une carte de bouton. forêt, on te donne en fait, Et voilà, c'est ça. c'est plus des clins d'œil à la série Stranger Things, en fait, Exactement. qu'à un truc que tu peux construire autour. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas plus qu'un jeu de rôle, c'est pas une boîte un peu objet, collector? Que tu as envie d'avoir parce qu'elle est jolie, parce que le contenu est, tu vas le jouer une fois, ça va te faire marrer et après ça va te trouver dans ta bibliothèque, c'est joli, c'est sympa et il y Ouais, a c'est le alors, côté Madeleine de Proust, quoi. oui et non, dans le sens où, oui, c'est une boîte collector. Faut le voir comme ça déjà, parce que c'est apporte énormément de matériel et énormément de belles choses dedans. Mais non, dans le sens où, bah, déjà, elle va compléter pour moi le Starter Kit 2024. Avec un Donc écran tu n'auras déjà, pas les premier mêmes point. tokens, tu n'auras pas les mêmes cartes, tu n'auras pas les mêmes sorts, enfin, tu plein de choses en plus, donc tu auras du matériel pour tes joueurs, et c'est plaisant de jouer avec du matériel, on va pas se mentir. Quand tu as les cartes de sorts sur la main, que la personne ne connaît pas son sort, qu'elle a pas besoin d'aller fouiller dans le bouquin, qu'elle prend d'un côté, c'est expliquer le sort, de l'autre côté, c'est expliquer,
comment il fonctionne, l'aire d'effet, et cetera, bah, c'est beaucoup plus simple, pour dérouler les parties et fluidifier les combats. Ah mais ça, tu vois, par exemple, les cartes de sort, c'est un truc que c'était inconcevable dans les années 80 que le joueur ne connaisse pas les sorts de son personnage. Ah mais clairement, on est d'accord. C'était Mais aujourd'hui, on inconcevable. joue à Le mec, tellement de choses et aujourd'hui, on joue à tellement de tu choses et joues on à a de plus moins de en moins de choses temps aussi, donc et c'est on en compliqué. parle souvent en off, mais tout repose beaucoup sur les MJ. Les joueurs ne lisent plus les bouquins de règles, ne lisent plus le manuel du joueur de D&D, c'est un manuel de maître, hein, et les joueurs ne le lisent plus, en fait. Donc oui, t'as quand même toutes ces cartes de sorts qu'ils ont rajoutées où tu te dis, ah oui, quand même. Mais c'est pareil, t'as les cartes de monstres qui sont extrêmement pratiques. Même s'il y a une vibe rétro, il y a quand même beaucoup de choses qui sont de la quality of life de 2024, Ouais. 2025, 2026 maintenant. Parce qu'on on a ces cartes de monstres qui sont super jolies avec l'illustration d'un côté et derrière toutes les stats, les attaques, etc. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment top d'avoir ça. Les cartes de sorts, les cartes d'équipement, on a tout ça. Et ça, pour le coup, ça fait pas très années 80, quoi. Même si le design le fait, Non. en termes de mécanique, ça fait pas du tout années 80, quoi. Toi, là, cette boîte, Mais ça permet, d'apporter quelque chose, en fait, à la table de jeu et c'est ça ah qui ouais, est clairement. intéressant. Ouais, C'est-à-dire ouais, que clairement. c'est pas uniquement parce qu'il faut vraiment le voir aussi comme ça, c'est une boîte, 50 balles, vous avez 4 bonnes soirées avec des amis. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Ça reste, voilà, ça fait, 12-13 balles la soirée. Ça reste potable, tu vois, pour une soirée de, 2 à 4 heures de jeu par scénario. Et Ça puis, reste acceptable en termes de rapport qualité-prix. ouais, et puis au final, ça reste quand même accessible à beaucoup de gens. Parce que les règles Oui, sont les règles contemporaines. C'est-à-dire que tu fais une soirée avec des potes, il y en a un qui a une image Donjon Dragon un peu old school en se disant, ah ouais, je crois que c'est le truc où on est dans les donjons, etc. Bah oui, c'est exactement ça. Viens, je vais t'expliquer les règles en 2 secondes et puis on va pouvoir jouer. Donc on est quand même sur une boîte qui reste accessible à plein de gens, même si c'est pas une bonne porte d'entrée à D&D parce que ce n'est pas ça une porte donne. d'entrée à Ouais. Donjons& et Dragons pour des personnes qui auraient jamais fait de jeu de rôle, jamais fait de Donjons& et Dragons. Ça, moi, je recommanderais le Starter Kit, je vais y arriver, 2024. Ouais, qui sortira quand en France? On sait pas. Ah bah, Il y a des rumeurs, mais on ne sait pas, il y a rien d'officiel, donc pour l'instant, ça c'est quand même il y a pas de incroyable quand sortie en même. Donc France. en 2026, le Starter Kit de 2024 n'est toujours pas sorti. Tout va bien. Donc toi, ça, tu le conseilles à qui, du coup? Donc pas aux fans de D&D, qui voudraient continuer l'univers? À qui tu le conseillerais, toi? Alors, les fans de D&D peuvent y aller parce que rien que pour le matériel, c'est intéressant. Ouais. Donc, ça permet aussi d'avoir de bonnes soirées. Moi, je le conseillerais, bah, à toutes les personnes un peu comme toi, Mike. Tous ceux qui ont connu, Donjons& et Dragons dans leur jeunesse et qui veulent revivre un peu cette vibe rétro, cette nostalgie, en fait, qu'on a tous, que ce soit par les vieilles consoles, et cetera. Bah, là, on a, cette possibilité dans le jeu de rôle et en même temps, ça leur permet de découvrir la version 2024 et de se faire un avis dessus sans forcément passer par l'achat triple. C'est quoi? Tu fais une analogie à laquelle j'avais pas pensé et qui est extrêmement vraie. C'est un peu comme tous ces jeux vidéo modernes qui sont en pixel art et choses comme ça, Ouais, mais en gardant des mécaniques et un gameplay beaucoup plus fluide que ce que faisaient les consoles d'époque. Hem, Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. C'est comme si on avait un jeu de rôle rétro, mais avec les mécaniques d'aujourd'hui et donc quelque chose de beaucoup plus agréable à jouer, beaucoup plus fluide. On est là-dessus, on est sur du faux rétro, on est sur mmh, on est sur du néo-rétro et c'est plutôt chouette. Et puis si vous êtes fan de la série et que vous appréciez le jeu de rôle ou Donjons& et Dragons, là, il y a la question ne se pose pas une seconde de toute façon. Parce que pour le coup, clairement. il y a beaucoup d'annotations dans les manuels, il y a, la lettre dédiée à Justin Anderson, il y a toutes ces petites choses-là qui apportent énormément à la boîte et puis, les scénarios sont pleins de clins d'œil évidemment à la série. Un peu trop, c'est peut-être son défaut pour moi, c'est qu'on bouffe du Démogorgon à longueur de temps et ça a tendance à m'agacer un petit peu qu'à chaque scénar on est un Démogorgon. Mais il y a d'autres allusions plutôt cool qui ont pas d'impact sur l'histoire. On va avoir du Vecna, on va avoir des choses comme ça. Donc c'est Il y a plutôt, aussi tous les objets magiques attends, et les qui objets mangent à la magiques. pelle, Ouais. ouais. Ouais, évidemment les objets magiques, l'épée de feu, de Mike et cetera. Donc c'est plutôt bien foutu. On sent que ça a été fait par des gens qui voulaient mettre en avant, ce qu'était le Donjons& et Dragons auquel jouent les gamins dans la série. Donc on est sur une version ultra fantasmée de Donjons& et Dragons des années 80. Mais pour le coup, ils ont fait ce produit-là et le 4e scénar, qui est le scénar d'initiation au Hellfire Club où, les joueurs, une fois qu'ils ont terminé ce scénar, font partie du Hellfire Club. Pour le coup, il est complètement déjanté, il est à base de quiz, de tribunal, enfin voilà. Ça part dans tous les sens, c'est trop cool. On sent qu'ils ont lâché les chevaux et qu'il y avait un potentiel à faire peut-être un peu mieux que les 3 autres scénars qu'ils ont fait avant. Mais on a ça et en tout cas, on va tous les jouer sur la chaîne, je pense, parce que c'est fun et que ça nous prend une soirée de temps en temps, Ouais. donc c'est plutôt cool. Ça demande pas tant de Hem, préparation que ça en vrai, sauf non. pour toi, parce que tu nous fais une table de Oui. VTT, Oui, parce voilà. que j'ai fait une Mais, table sinon VTT, à mais part ça, sinon, enfin une table TTS même, mais sinon en termes de préparation, oui, il y a 10 pages de lecture, donc 10 pages de lecture, ça va vite. Et puis après, c'est à l'ancienne, hein, ils rentrent dans la salle D1, et ben en D1, il y a une description de la salle avec s'il y a des pièges, des trésors, des ennemis. C'est vraiment tout con. Donc ça se prépare vraiment très vite et ça se joue automatiquement dans la foulée.
sans trop de problèmes. Un mot pour conclure d'H&M, du coup? Ouais, moi je pense que c'est une boîte qui surfe sur la vibes vraiment nostalgie. C'est vraiment ça le mot-clé de cette boîte-là, la nostalgie de comment nous, en fait, aujourd'hui, dans nos souvenirs, on pense à nos anciennes sessions. Et rien que pour ça, ça marche bien. Ouais, on est sur de la nostalgie fantasmée, évidemment, comme toute nostalgie. On n'est pas sur du souvenir réel. On est sur quelque chose d'un Exactement. petit peu. On Sinon, garde. ça laisserait un goût Voilà. amer en bouche. Ouais. C'est vrai que j'avais envie, moi, qu'ils ressortent les vieilles règles, mais j'avoue que si on avait vu les fiches de perso avec les tacos et tout ça, je me serais dit, Tu voilà. t'aurais jamais voulu Oh, jouer. la Non, prise t'aurais de pas tête. voulu. Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est comme un Baldur's Gate 1 et 2. C'est des jeux Ouais, je suis extraordinaires. pas d'accord, moi, j'aime toujours. Mais ouais, mais tu vois, retourner dans le taco, bah ça me fait mal. Et tu vois, demain, il me sortirait un Baldur's Gate 1 et 2 en 5e, ce serait trop cool. Ah oui, mais bon, l'Ariane n'a plus la licence de toute façon, donc Non, le prochain ça sortira Baldur's Gate jamais. sera nul à chier. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao, et puis bonne À année. bientôt tout le monde. Meilleur Bonne année à tous. Ciao.